La chute de Barcelone intervient le 26 janvier 1939 et à partir de ce moment-là, des civils se précipitent vers la frontière française, à la fois pour échapper à la guerre, pour échapper surtout aux représailles exercées par les franquistes. En janvier et en février 1939, il y a la claire conscience que la guerre d'Espagne est quasiment terminée et les civils et les militaires donc, se pressent à la frontière. Ils sont 1,5 million à passer en France entre la fin janvier et le début février 1939. 1,5 million. Étant donné que les gouvernements français n'ont rien prévu par rapport à cette vague, à cet exode, les premiers camps vont être totalement improvisés. Il va s'agir en février 1939 de camps qui vont être installés à la hâte sur les plages de Roussillon. Et il y a la mer d'un côté, des étangs de l'autre, et pour délimiter un espace, on installe des fils de fer à blé, et ce seront les réfugiés eux-mêmes qui vont construire les baraques. Dans un premier temps, les premières semaines, il n'y a pas d'eau potable, aucune installation sanitaire, et les réfugiés n'ont que le sable pour s'abriter. Yo me llamo José Antonio Alonso, alcalde, y en Francia me conocen sobre todo en el departamento del Ariège como en el nombre de comandante Robert, que era mi nombre de guerra durante la periodo del Maquis. Yo llegué a Francia, como todos los republicanos españoles, en 1939. Aterricé en el campo de Setfons, cerca de Montauban, y de allí, pues, al cabo de unos días se hicieron compañías de trabajo, nos incorporaron allí dentro y nos enviaron a trabajar cerca de la frontera belga, a Montmédy. Y allí estuvimos trabajando, haciendo fortines, carreteras, trincheras. Hacíamos trincheras de 2 metros, cada hombre tenía que hacer 2 metros de largo por 2 de profundo y 60 de ancho, cada hombre. Era para enterrar el teléfono del ejército. Y nos pagaban 50 céntimos al día, 2 paquetes de tabaco al mes y 2 sellos para escribir a la familia. A tal punto que si no hubiera venido la guerra, yo me pregunto si el gobierno francés no nos tendría una hoy en las compañías de trabajo porque era una mano de obra muy barata. Lorsque les républicains sont arrivés en 1939 ici, beaucoup en ont gardé un très mauvais souvenir parce qu'il y avait des sentiments anti-espagnols tellement forts que parfois on le leur a montré. Vous avez un homme politique, par exemple, qui fait une intervention pour demander qu'on débarrasse l'Ariège de toute la population des camps comme le Vernet. Parce que cet amas d'Espagnol est dangereux. Et à la limite, le mot n'y était pas à l'époque, mais l'idée, c'était comme si on parlait de pollution aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des textes très durs, très méchants, très racistes à l'égard des Espagnols. Il faut penser à ça. Alors, je vous dis, ça a été la misère noire. 40,
40, 41, 42, 43, 44. On n'est pas mort de faim parce qu'on avait encore certaines âmes charitables qui nous supportaient. Mon père, il ne savait pas ce que c'était qu'un poireau, il ne savait pas comment c'est qu'on le plantait, il ne savait pas comment il fallait ramasser la récolte. Alors, pensez, dites-moi, enfin, la misère noire, ça a été là une période, je vous dis, inoubliable. En aquel momento la dirección del Partido Comunista de España estaba repartida. À ce moment, la direction du PC espagnol était éparpillée. Dolores estaba en Moscú. Dolores était à Moscou. En México estaban Uribe, Mireille et Anton au Mexique. En Buenos Aires. Claudine et moi à Buenos Aires. Plus tard, en France, il y a eu une délégation du comité central. Cette délégation a créé un groupe dirigeant en Espagne, à la tête duquel se trouvait Jesús Monzón. Je viens d'une famille révolutionnaire, je me souviens, toute mon enfance, elle était baignée dans l'esprit révolutionnaire. J'avais 6 ans, quoi, hein, et à ce moment-là, le 1er mai n'était pas ni payé, ni chômé, ni rien du tout. Et à 6 ans, je formais des piquets de grève à l'entrée des écoles pour inciter les gosses à pas aller à l'école. Et nous, dans le Gard, les gens nous ont repoussés d'abord, hein. Ils ne voulaient plus entendre parler des communistes dans le Gard. Et nous, on s'est engagés, mon beau-frère, Plancopol, la famille Alvarez, tout, les gaullistes le savent d'ailleurs, on s'est engagé avec les gaullistes. On s'est engagé, le Parti communiste a créé des structures. La première réunion clandestine des structures de la résistance communiste, elle a eu lieu 40 bis rue Tisserie à l'Est, chez moi, quoi. Alors moi j'étais tout jeune, j'avais 15 ans. Nous on a pris contact avec le mouvement clandestin Liberté, qui est devenu ensuite Combat, est devenu une grande association, une grande organisation de résistance. Et ils nous ont donné du papier, ils nous ont donné des machines à écrire et même des revolvers, quoi. Moi, le premier revolver, j'ai eu un 1665 et c'était un Herstal qui venait de Belgique et c'était l'organisation Combat qui me l'a donné, quoi. Voilà. Dans la zone dite libre, il y a un autre mode d'organisation qui se crée, qui est la constitution d'un mouvement armé autonome qui commence à se constituer dès le printemps 1942 avec des éléments particulièrement entraînés, notamment des anciens du 14e corps de guerrilleros, le 14e corps qui a défendu Madrid pendant la guerre d'Espagne. On décide de retrouver les anciens officiers cadres de ce 14e corps et on charge l'un d'entre eux, qui est le commandant Rios, de reconstituer le 14e corps. Alors, au printemps 42, c'est le Parti communiste espagnol qui organise ces groupes dans l'Aude, dans l'Ariège, et à partir de novembre 42, il y a une direction politique qui est donnée à ces groupes et qui est la formation de l'Union nationale espagnole. L'Union nationale espagnole a un but politique. Elle veut rassembler tous les Espagnols. C'est au nom de l'antifranquisme qu'on réunit les gens, peu importe leurs opinions. Le général Franco se rebelle contre la République avec une tourbe d'aventuriers, d'officiers réactionnaires et de mercenaires. Les vrais chefs Henriette au loin. Hubo un problema muy difícil de reconstrucción del movimiento
de izquierdas español en Toulouse, porque el Partido Comunista quiso acapararlo todo con la Unión Nacional e impedir el desarrollo del PSOE, el desarrollo de la UGT, del PUM, de los partidos republicanos, etc. Quiso anular todo eso, el Partido Comunista. Por lo que concierne al Partido Comunista, pensáramos que en ce qui concerne le Parti communiste, on pensait qu'il fallait profiter de la présence de ceux qui avaient fui la répression en Espagne, en se cachant dans les montagnes, et qui se défendaient comme ils le pouvaient. Utiliser la présence de ces gens avec des combattants venus de France, créant ainsi des bases de guérilla dans l'ensemble du pays. Des groupes qui, à un moment donné, pourraient jouer un rôle si se produisait une attaque militaire des Alliés. Si se producía una presión militar de los aliados. Y este señor estaba en un tajo de leña, de leñadores, de 250 españoles, todos del Partido Comunista, y este era el cocinero. Y vino a ver a su esposa y se marchaba, y él me trajo a la Ariège y me llevó a la brigada, no al Tajo, a la brigada de guerrilleros. Y ahí a los 8 días fui a dar un golpe que nunca habían dado de dinero y me dijeron si me quería hacer cargo del Estado Mayor de la brigada. Le dije que sí, pero que me dejaran un poco tranquilo, a fin de actuar a mi manera. Y sí, así pasó. Y ya empezó a formarse la brigada, empecé a contactar gente. Contacté una maestra que era muy amiga mía, que me puso en contacto con un molinero que era del Partido Comunista francés, que me dio 2 armas, 2 metralletas. Este me puso en contacto con un armero de la gendarmería de Pamiers, de la escuela. Había una escuela en Pamiers entonces. Y este nos reparaba armas. Había un batallón, el primero que empezamos a formar, un batallón de nombre, que tenía 30 hombres, después tuvo 80. Au moment de la préparation du débarquement de Normandie, il y a un certain nombre de milliers de guerrilleros qui sont prêts. On peut les évaluer à peu près à 10 000, tout le long des Pyrénées un peu plus au nord. À partir du débarquement de mai 1944, la formation vraiment militaire des guerrilleros quitte la MOI. Ça ne veut pas dire qu'elle ne combat pas le cas échéant avec elle, mais elle a son commandement totalement autonome, totalement espagnol bien entendu, hein, et elle adhère directement au FFI. Autrement dit, elle est autonome, elle est considérée à l'intérieur du mouvement de la résistance en général des FFI. Elle est une institution FFI. Elle échappe donc totalement au contrôle de la MOI et au contrôle naturellement du PC. Je suis arrivé à Toulouse lorsque j'ai été chargé par les mouvements unis de résistance d'organiser l'armée secrète et les maquis des mouvements unis de résistance. Et donc j'étais envoyé à Toulouse. Je suis resté à Toulouse, et alors que j'exerçais ce commandement, le général Koenig m'a nommé au commandement des FFI au début du mois de juin 1944, par un télégramme. Ils m'ont aimé. Alors les FFI, ça veut dire Forces françaises de l'intérieur. C'est la réunion des différentes forces paramilitaires qui dépendaient de différents mouvements ou organisations. Les principales forces militaires de la région de Toulouse, avant les FFI, c'était l'armée secrète et les maquis des mouvements unis de résistance que je dirigeais. C'était les FTP qui dépendaient d'un mouvement de résistance qui s'appelait le Front National. Les FTP eux-mêmes avaient en leur sein un mouvement d'origine
qui réunissait des étrangers qu'on appelait le MOI, la MOI, main-d'œuvre immigrée. Il y avait une autre formation militaire qui s'appelait l'ORA, Organisation de résistance de l'armée. Et enfin, la 4e force militaire principale, c'était les guerrilleros espagnols. El 18 de agosto, Villar me dice, bueno, Robert, mañana vamos a... Ellos tenían la radio con Londres, ya lo sabían. Dice, mañana vamos a liberar Foix. Muy bien, dice, da las órdenes y tal. Entonces, hice un parte para un enlace que fuera a Saint-Girón por la noche. Otro se marchó a Montsegur, usted conoce quizás la región, para que cortar la carretera que va a Andorra. Los de Saint-Girón cortaban la que va a Saint-Gaudens y nosotros por la que viene de Toulouse con el primer batallón, para que estuvieran a las 5 de la tarde delante de las puertas de Foix. Los de Saint-Girón no pudieron venir porque se encontraron ya con una columna alemana allí, estaban a 50 kilómetros de Foix. Los de Montsegur, los camiones, eran camiones que marchaban con carbón de leña, todo el mundo entonces. No les podían arrancar y a las 5 estamos allí y me dice el jefe de la brigada, hombre, Robert, dice, vamos a tener que hacer media vuelta. Villar viene también, dice, vamos a tener que hacer media vuelta. Dice, no viene el segundo batallón ni el otro, porque pasó gente por el río para ver. Digo, media vuelta no, estamos aquí con el primero, vamos a zumbar, ya está. Digo, zumbamos, pero había en el puente, que no había más que un puente, ahora han hecho 3, un puente viejo, tenían una ametralladora al otro lado del puente. Entonces en la montaña delante, que hay una montaña cortada, así hay un hotel, mandé un grupo con un fusil ametrallador para que barrieran el puente y los grupos que habían pasado yo en Amón y en Aval del río ya empezaban a acercarse cerca del otro lado del puente y ya zumbaban también los alemanes a pirar. Iban corriendo de un lado para otro por allí y la gente nos advertía cuando entramos, tener cuidado que ahí hay uno escondido, tener cuidado que hay otro escondido. Y claro, estuvieron extrañados de ver que eran españoles los que venían a liberarles. Y a las 9 de la noche, pues sale un soldado, porque era el mando, la jefatura general, y la guarnición se quedó allí, sale un soldado con una bandera blanca, y va a Villar y el inglés, ellos tenían el uniforme ya, y va a verles y dice, no, que se quieren rendir y tal, y dice, sin condiciones, Digo, bueno, me dice, bueno, ahora vienes con nosotros, Robert. Digo, no. Digo, yo no quiero que me enganchen ahí dentro de su último día, Alors ici, au-dessus de nous, à cette grille, on a pendu le 25 août 1944 le chef de la Gestapo, et donc après un jugement, et ce sont les premières conséquences après la prise de Foix par les guerrilleros espagnols, renforcés par les résistants français. Et donc ce chef de la Gestapo qu'on avait mis, disons, sur un fût d'essence, quand il s'est pendu, la corde a cassé, les cordes de parachute. Et il est remonté lui-même sur le fût d'essence, il a pris une autre corde et il s'est pendu après avoir dit « je vais vous montrer comment on pend un homme ». L'enthousiasme se manifeste à l'américaine. Mais la chaleur toulousaine l'emporte et le général de Gaulle réussit à grand-peine à prendre la foule pour arriver au Capitole. Voyons un peu quelle est la situation militaire française, parce que ce serait intéressant quand même à l'époque, et politique française. La France, au moment donc où l'attaque va se passer, puisque ça se passe au mois d'octobre, mettons septembre simplement, pour bien situer les choses, en septembre 1944, la guerre n'est pas finie. Ce que les gens ont une tendance épouvantable à oublier. À ce moment-là, l'armée américaine et l'armée anglaise, mais enfin les Anglais jouent un rôle plutôt discret dans l'affaire, beaucoup plus que les Américains. Ils sont bloqués sur le Rhin. Autrement dit, pour envahir l'Allemagne, il faut traverser le Rhin. Bloqués sur les Vosges. Autrement dit, la France tout entière n'est pas libérée. Et d'autre part, les Allemands tiennent les fameuses estuaires de Bordeaux, de la Gironde,
et l'Orient, qui sont des dépôts de sous-marins. Ben oui, et l'Orient, les grands dépôts de sous-marins, quoi. Autrement dit, la France, elle est libérée qu'en partie. De Gaulle, évidemment, il a débarqué et il a fini par occuper, mais il n'est reconnu comme chef d'État ni par les Américains, ni par les Anglais, ni par les Russes, bien entendu. Donc, son problème numéro 1 politiquement, c'est de se faire reconnaître légitimement comme chef de l'État français. Ça va beaucoup compter. Et quand se produce l'offensiva de los alemanes, quand se produit la contre-offensive allemande des Ardennes, André Marty me demande très sérieusement que les unités des guerrilleros se dirigent vers l'Alsace pour participer à la bataille contre les Allemands. J'ai été totalement contre. J'ai dit à Marty qu'une force de 10 000 hommes pouvait être détruite en une seule journée de bataille et que c'était la seule force vivante dont on disposait encore pour la lutte antifranquiste. On a refusé. Les guerrilleros ne sont pas partis contre les Allemands. Militairement, il n'y a personne sur les Pyrénées. Hein? Il n'y a pas un militaire français sur les Pyrénées. La frontière est offerte. Qui est-ce qui occupe la place? C'est les FFI, mais les FFI des Pyrénées, c'est essentiellement des guerrilleros, surtout dans l'Ariège et dans l'Aude. Nuestro objetivo era España, porque lo dijo un poco el historiador. Nosotros, como los alemanes nos habían hecho de España, y los alemanes, luego Franco fue un aliado de los alemanes. Nosotros decimos, bueno, en cuanto se acabe la guerra, le van a decir a Franco, ale, lárgate de ahí, ya está. Esta era nuestra ilusión. Pero desgraciadamente en política no hay lógica. En política no hay lógica, y mira, aún estamos en Francia. Du point de vue de la morale, il est évident que les Alliés devaient combattre Franco. Maintenant, il est vrai aussi que pendant la guerre, Franco a rendu de grands services aux Alliés. Hitler voulait entraîner Franco dans la guerre. Or, Franco n'a jamais suivi les souhaits de Hitler. Hitler voulait même une attaque sur Gibraltar par la terre. Or, jamais Franco n'a cédé. Alors, il y a donc auprès de Franco, légalement parlant, un représentant du gouvernement américain, un représentant du gouvernement anglais, et tenez-vous bien, un représentant de De Gaulle. Ce qu'on ne dit jamais. Le problème pour les communistes espagnols, qui avaient joué un rôle primordial dans la lutte armée, c'est de ne pas perdre le capital de cette lutte armée. Et donc, de transporter la lutte armée en Espagne pour que ça permette la libération de l'Espagne. Évidemment, les communistes espagnols ne connaissaient pas toutes les décisions qui avaient été prises pendant la guerre entre les alliés anglo-américains et Franco. Ils ne savaient pas que c'était impossible cette libération, puisqu'on avait donné un sursis à Franco et qu'on ne cherchait pas à le détruire. L'UNE, qui fait une déclaration tout de suite après la libération de Toulouse en disant il faut reconquérir l'Espagne, il faut partir à la reconquête de l'Espagne, avant la terminaison de la guerre sur le Rhin. Parce que l'Espagne libérée, à ce moment-là, par nos soins bien entendu, l'Espagne libérée va pouvoir reprendre sa place auprès des grandes puissances et participer à la fin de la guerre et battre l'Allemagne. Y cuando ya habíamos liberado Montpellier, primero Béziers y Montpellier, pues pasaron los guerrilleros para ir al Valle de Arán con la bandera republicana.
Y yo dejé mi regimiento y todo, y me metí con ellos y me marché para el Valle de Aragón. Je pense que le commandement FFI, quand même, était au courant. Il a laissé, en tout cas, laissé faire les choses en se disant que, écoutez, nous étions quand même tous d'accord pour le rétablissement de la République en Espagne. Donc cette volonté des guerrilleros espagnols de rétablir la République en Espagne, est évident qu'on était complètement d'accord. Arrivent deux motocyclistes de la préfecture de Montpellier. Monsieur Gardot, on vous cherche. Le préfet vous demande d'urgence. On arrive à la préfecture. Le préfet nous attend dans son bureau. Il se lève et dit « Mes amis, c'est fini. » Qu'est-ce qui est fini? Tout ce dont on a parlé. Le matériel, les armes. Et en plus, je vous annonce que l'état-major anglo-américain a décidé que vous ne pouviez pas rester près de la frontière. Nous, on a répondu, nous avons lutté pour retourner en Espagne, pas pour rester en France. Pues había muchas ilusiones en los maquis. Para nosotros, naturalmente, el desembarco, la liberación de una gran parte de Francia, la caída de Mussolini, sobre todo, fue algo fantástico, realmente fantástico. Entonces todo nos parecía posible. Creíamos incluso en que el régimen franquista podía desplomarse por sí mismo. Podía haber una querella entre los dirigentes políticos o entre los generales y los dirigentes políticos y tal. Y podía descomponerse y entonces nosotros podíamos entrar triunfalmente en España como guerrilleros. Eso lo pensamos en mucho tiempo. Les FTP n'ont pas obéi, ils ont prêté leurs camions, ils ont prêté un certain nombre de leurs hommes pour aider les guerrilleros à faire l'opération Reconquista. Se monta la operación d'entrada en Espagne. Alors on monte une opération d'entrée en Espagne, ce qui fut très critiqué par le général Riquelme. À ce moment-là, j'ai beaucoup discuté avec lui sur cette question. Je lui disais, mon général, vous avez raison. Passer la frontière en hiver et à pied avec le matériel dont on dispose. Mais que faire? Avec ces hommes qui ne voulaient pas aller vers le nord, mais dont le désir a toujours été de rentrer en Espagne, ce qui était naturel et logique. Que faire avec moins de 30 000 hommes qu'on était parvenus à rassembler au sud de Toulouse? Que faire? Ce n'était pas possible de les renvoyer chez eux. À l'intérieur même du Parti communiste et de l'UNE, donc, l'unanimité ne se fait pas pour cette entreprise. Car étant donné tous les renseignements qu'ils recueillent en faisant des incursions,
les militaires, ils se rendent compte que la disproportion des forces est telle que c'est risqué, quoi. Hein. Alors ils sont pas très très chauds. Seulement, comme ils sont membres du Parti communiste et qui fait régner une discipline, comme il y avait avec les partis communistes qu'en faisaient régner, s'ils n'obéissent pas, ils craignent qu'il leur arrive des bricoles. Vous voyez lesquelles? Après ça, on a eu plusieurs réunions avec la direction du Parti communiste espagnol. Et dans une d'elles, ils nous m'ont dit qu'il fallait préparer une division pour attaquer le Val d'Aran. Moi, j'étais un peu essoufflé quand j'ai entendu ça, mais c'était impossible d'attaquer avec des mitraillettes, des mortiers de 81 qu'on avait et un canon antiaérien qu'on avait attrapé. C'est pour ça qu'on avait refusé de faire cette opération. Mais à un moment donné, j'ai pensé renoncer. Alors les camarades m'ont dit non, ne le fais pas parce que s'ils vont mettre un autre, il n'est pas capable, alors ça va être une boucherie en Espagne. Aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir qui exactement a pris la décision. Je sais qu'il y avait les problèmes entre Monzón et la délégation qui était en France, entre la direction qui était à Moscou et tout ce qui se passait en Espagne. Il faut comprendre que le Parti communiste espagnol clandestin, depuis la fin de la guerre, il est divisé géographiquement au moins en trois. Il y a Dolores Ibarruri, qui est la grande maîtresse, qui est à Moscou. Or, la Russie ne désire pas, absolument pas, que l'attaque anglo-américaine, la pression qu'ils exercent militairement sur l'Allemagne soit diminuée. Elle a besoin que l'offensive américaine se poursuive pour la soulager, elle, de la sienne. Et si on doit engager quelque chose en Espagne, c'est la diversion de troupes, elle n'en veut pas. Donc, Dolores Ibarruri, d'ailleurs, une fois qu'elle va être mise au courant, elle expédiera à Carrillo pour décommander, mais tant que Carrillo arrive, pour arriver, les gens oublient que Carrillo ne pouvait pas traverser l'Europe, il va arriver par l'Algérie. L'idée de cette invasion venait d'une lettre que Jesús Monzón a envoyée de Madrid au groupe qui dirigeait le parti en France, donnant l'ordre de créer un front de guérilleros dans les Pyrénées. Il pensait provoquer ainsi un soulèvement national, y compris de l'armée. Monzón a commis une erreur politique si grande qu'on ne peut dire son ampleur. C'était en 1943, début 1944, quand l'armée rouge avançait et qu'on envisageait la prise de Berlin. L'ordre est arrivé vers mars-avril 1944. La prise de Berlin devait signifier le début de l'insurrection nationale en Espagne. Ça, c'était la politique de Monzón. On est parti, c'est vrai, on est parti de l'Hospice de France, on a monté à plus de 2000 mètres d'altitude et on est rentré, on a été autour de Vieille. De l'Est à Montagne, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais qu'en descendant, on est descendu chacun, enfin, la formation, on était en formation à droite et à gauche de la route, et on est arrivé jusqu'au pont du Roi où c'est qu'on a pris possession de la frontière, ça c'était la frontière. Il y avait une casemate qu'on s'est enfilé là-dedans, dans la casemate, il y avait une grotte où c'est qu'on a stocké le peu de matériel qu'on avait, et puis après, à environ 4 ou 5 heures, sitôt qu'on est arrivé, on a ouvert la frontière, mais alors le camion,
ils ont apporté un peu de ravitaillement et de l'armement. Mi operación fue ocupar Bosós, un pueblo más arriba que se llama Arros, que no había resistencia. En Bosós, ya digo, ocupamos, matamos fue un guardia civil que murió. Y los otros se rindieron, vieron que, porque no era una pequeña brigada. Y había también carabineros. Los cogimos prisioneros y los llevamos a un cuartel que había en Les, otro pueblo se llama Les. Aquí vinieron por aquí abajo, los esclavos de allí. Todo eso estaba lleno de mantas y cosas. Pues, todo lo que cargaron. Ya hacía 4 o 5 días que estaban allá arriba, que hay muchos esclavos. Todos bien allí. Y venían a tomar el café aquí, en el pueblo. Todo debía 7 bares. De oro no hay ninguno. Mire si ha cambiado la cosa. No había mucho, no creo. Allí en Senet matamos 2 madres. A uno les enterré yo, allí estaba un teniente, se resultaban, les tiró una bomba, quedaron allí. El día siguiente los hemos enterrado en Villamor, allí están. Aquella il·lusió que alguns dels que van venir aquí. L'illusion de ceux qui sont revenus et qui ont formé les maquis, qui ont commencé à venir de France par petits groupes, qui descendaient par le Mont Cenis, qui continuaient par les montagnes de Tarragone vers Teruel et plus loin. Cette illusion qu'ils seraient reçus ici les bras ouverts, comme ça leur était arrivé en France, à Toulouse et dans le Languedoc, cette illusion était vaine. Nos enviaron a España para tomar posición en la Sierra Pandol. Yo tenía que, con 94 hombres que lleva detrás de mí, tenía que infiltrar para ir a la Sierra Pandol. Me dieron la dirección del cura de Caldas de Buí, que pertenecía a la Junta Nacional de Liberación. Y llegamos a Caldas de Buí, y claro, el cura nos informa, dice, imposible de pasar. Dice, para pasar el Segre y el Ebro tiene usted que atravesar 4 líneas del ejército español, de Franco. Es imposible. Y llegamos a la orden de que si no podíamos infiltrarnos en un grupo completamente, que hiciéramos grupos de 4 o 5. Le commissaire de la République de Toulouse, Pierre Berteuil, lo sait. Le colonel Victor FTP, lo sait. La sécurité territoriale, les services de contre-espionnage français, tout le monde le sait, même l'Alliance démocratique est comprendue. Donc, si tout le monde le savait, les fascistes le savaient aussi. Et c'est pour ça que m'avait ancré ça dans l'opinion de qu'on nous attendait para nous éliminer en Espagne. Les Espagnols ne seront soutenus par personne. Et que politiquement, sur le plan de l'Espagne, ils sont isolés par tous ceux qui sont anti-UNE. C'était une opération extrêmement risquée et ils vont quand même la courir. En étant, à mon sens, parfaitement renseignés sur les dangers qu'ils couraient. Et quand le camarade résistant va aller les prévenir, essayer de les prévenir à Montrégeau, la veille de l'attaque, non seulement ils ne veulent pas l'écouter, mais il a failli y laisser sa peau. Autrement dit, ils ont tenté l'aventure en sachant que ça allait être une aventure. Et le choix même du Val d'Aran, d'ailleurs, pose stratégiquement parlant, sur le plan militaire, des tas de problèmes. Quand le parti nous a dit qu'il faut rentrer parce que le parti l'ordonne, ils nous ont dit en Espagne et Catalunya va se soulever quand vous rentrez, dans toute l'Espagne il va sortir les maquis, et ça je ne le croyais pas, parce que après la fin de la guerre, que les fascistes avaient été patolins en train d'éliminer tous les républicains et tous les syndicalistes, il ne devait pas rester beaucoup de gens qui sont envie de se soulever. Nos habían engañado. ¿Quién nos había engañado? Nuestros dirigentes, que la población nos esperaba. Y la población
cuando nos veía llegar temblaba porque decía va a haber otra represión. Veníamos aquí, se dice en francés, en trouble fête. Esta es la impresión que tengo yo. Se creían de que se levantaría el pueblo a favor suyo y tal, y nadie se movió, nadie dijo nada. No, por aquí, quien se fue a Francia con los maquis, uno de vosotros, de Gravielet, ¿no? Sí. Y Paula también. También un señor que ahora tiene 96 años. Sé cuándo los retiraron los maquis se fue con ellos. Fue con ellos. Luego no podía estar ni en Francia ni en España. Subió cuánto tiempo estuvo escondido en casa, en el desván, desde su casa nadie sabía que estaba aquí. Pero los maquis no se sabe ciertamente qué buscaban. Bueno, buscar sí, pues, poco más o menos se sabe, lo único que no encontraron lo que ellos pensaban, que aquí ya estaría toda la gente mentalizada para ayudarles, una cosa así debió ser. Toda la premsa que es publica a França, en aquells moments, que es publica molt... La presse que publie à ce moment-là en France l'UNE et d'autres organisations, elle est absolument inconnue ici en Catalogne, sauf pour les militants des organisations clandestines, ceux qui étaient vraiment dans le coup. Évidemment, on voyait bien que cet enthousiasme était de commande. C'était très romantique, mais c'était de la littérature. Pour les militants de l'intérieur, elle était nulle. Nous, on savait ce qu'il en coûtait d'organiser quelque chose. Par exemple, à l'université, les étudiants étaient tous franquistes. Yo puedo decir que yo me opuse desde el primer día. Desde el primer día. Je peux dire que je me suis opposé dès le premier jour. Porque a mí. Et dès le premier jour, pour une raison très simple, je suis le responsable politique d'une organisation du parti, d'un minuscule parti de quelques centaines de militants. Un monsieur vient me dire « Il faut faire l'insurrection nationale ». Alors moi je dis « Il est fou ». De Las Bordas, un matin à 2h du matin, on nous a pris. Et on nous a dit on va prendre une opposition en dessus de Vieille. Et à moitié de la nuit, c'était 3h du matin, j'ai vu des gens descendre de la montagne, quoi. Alors j'ai dit de quelle brigade vous êtes? Il m'a dit de la 13e brigade. J'ai dit qui c'est qui prend la relève là-haut, sur la position? Il m'a dit c'est la 11e brigade. J'ai dit mais la 11e brigade, on n'est même pas à la moitié de la montagne. Et vous avez laissé la position, ouais. Alors moi quand j'ai vu ça, je suis allé voir le commandant. J'ai dit Eloy, les types ils ont laissé la position. Et quand on va arriver là-haut, il y aura les fascistes. Il m'a dit quel âge tu as? J'ai dit 18 ans. Il me dit ben, occupe-toi de bien graisser ta mitraillette tout, et t'occupe pas du commandement, c'est moi qui veux. Alors il nous a laissé là, à moitié chemin, dans la nuit. Et le matin, quand on a voulu monter là-haut, les fascistes ils nous attendaient déjà. Por la noche hacían cada hora de eso una ráfaga por todas partes, ¿no? Haciendo ver que por si alguien venía o se acercaban, ¿no? Y se acercaba y así. Alors on s'est battu là pendant 3 jours, le ravitaillement il n'arrêtait pas. Il m'a demandé d'aller voir, machin, j'ai traversé, je suis arrivé jusqu'au pont, et j'ai vu un type avec un casque allemand dessus la route là, et je lui ai dit, les fascistes ils sont pas par là, il m'a dit non, non, viens. Mais les types qui étaient dans les maisons, là, les fascistes qui étaient dans les maisons, ils se sont énervés un peu. Ils ont commencé à me tirer dessus en me criant putain de rouge, etc. Alors j'ai pris les grenades quadrillées que j'avais là. J'ai commencé à les défaire, à leur balancer des grenades, alors ils sont partis comme des lapins, quoi. ¿Y los maquis? Oh, los maquis se escaparon. Al llegar nosotros, ellos estaban en la parte de Vilamoro y nosotros en la parte de Arroz. Y cuando nosotros les tiramos 4 cañonazos desde Huert, escaparon. Escaparon. Entonces estuvimos aquí y luego volvieron a subir para Rosas, diga, allí para Esterri. Y el mes de mayo, otra vez para aquí, para el Valle de Arán. Me hacían correr, me quedaba. En esa puerta murió un comandante maqui. Y a la noche, como estaba el ganado dentro, entonces yo
Claro, y me dijo mi difunto mi padre, dice, ves a abrir la puerta que se marcha el ganado, porque nos van a quemar también el ganado. Y entonces yo fui allí y había máquina allí. Le dije yo, bueno, ¿qué tengo que hacer de este muerto? Me dice, cójalo por la pata y dale vuelta. Entonces lo cogí por la pata y le di vuelta y saqué el ganado. ¿Y la gente tenía miedo o no tenía miedo? Hombre, claro que tenía miedo. Cuando ves tiros y cosas de estas, miedo, mira, por la parte de arriba se incendiaron 3 casas. Bueno, pero eso no te lo marca un día, A un día, sí, nada más. Vinieron las fuerzas militares por aquí. Y ya más para atrás de ellos. Entonces, como era poca la gente que había, por la zona esa, que es para pasaron otra vez para arriba porque lo hubieran matado. Entonces marcharon por Francia. Vinieron por allí, por el puerto. Los maquis venían a coger el cuartel de la Guardia Civil. Y por la noche se les hizo de día y no pudieron llegar. Si no, nos hubieran metido en un indio aquí. Y claro, por no llegar, se hizo de día, se tuvieron que presentar en ese pueblo que... Cuando ya entraban aquí, porque primero hubo unos jaleos fuertes en Salardún los tuvieron a raya también. Aquí no atacaron, por miedo a que había fuerzas, y no había fuerzas. Eran unos 3.000 hombres que iban a atacar, si nos atacan nos arrasan. Nous, on avait des agents de liaison de la brigade, quoi, pour nous informer, etc. Mais les officiers d'état-major se sont réunis entre eux. Il y a un berger qui est venu, il a dit il y a plus de 10 000 soldats fascistes dans Vieille. Vous allez tous vous faire tuer. Et c'était pas vrai, quoi. Et alors, au lieu de croire aux agents de liaison spéciaux de notre brigade, ils se sont fiés au berger et ils ont donné ordre de ne pas attaquer. Se les engañó por un sistema de que había unos 5 o 6 camiones de aquí de la productora esta, de la constructora. Cuando se hizo de noche, los mandaron por esta carretera para arriba unos kilómetros con las luces apagadas. Poco a poco. Dieron vuelta por allí a unos 6 kilómetros de aquí, encendieron las luces. Entonces ellos que estaban por aquí arriba y todo eso, ya les llega la tropa. Y entonces es cuando ya no... Luego vino la artillería y es cuando se cogieron. Entonces ya se marcharon otra vez para Francia ya. Hicieron la ofensiva, las tropas llegaron otra vez hasta la frontera y ahí se terminó todo. Alors après, on est retourné à l'hospice de France après là, ce machin. Et à l'hospice de France, il y avait un capitaine des guerrieros blessés. J'ai pris le capitaine avec mon équipe sur une camille pour l'amener, il y avait 10 km pour l'amener à l'hôpital de Luchon. Et en chemin, j'ai vu arriver 3 voitures, quoi, avec l'escorte de moto, tout ça là. Ils se sont arrêtés, alors ils ont dit qu'est-ce qui se passe. Alors, il y en avait un, il s'appelait Cortés, c'était un colonel des guerrieros. Il est descendu, il m'a dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit la 11e brigade n'a pas attaqué. C'était votre opération, elle a été mal conçue et elle va fracasser, quoi. Alors il m'a regardé puis il m'a dit ce qu'il y a c'est que tu es un déserteur. Alors il m'a dit on va t'arrêter, on va te fusiller. J'ai dit ici on est en France et je t'emmerde. Yo donné l'ordre d'évacuation à la tombée de la nuit, d'être prêt pour évacuer le lendemain matin. Et cette nuit-là, précisément, arrive une voiture, il y avait Santiago Carrillo qui arrive. Santiago Carrillo m'embrasse, Tobar, comment va eso? Alors je dis, tiens, on va parler tous les deux seuls. Alors on s'est réunis tous les deux, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, qui veut les attaquer à Vielle, et je rentre de l'autre côté, de façon qu'il nous fasse prisonnier à tout le monde. Parce qu'on ne comprend pas autre chose. Il savait dire qu'il se les soulevait. En Catalogne, c'est mentir, les maquis, ça n'existe pas, parce que j'ai des nouvelles de que tous les maquisards qui sont des guerrilleros qui sont rentrés sur le côté de Valderan, ils ont été très mal reçus. Il y a eu beaucoup de morts, il y avait la garde civile qui les attendait, il y avait les requêtes qui les attendaient, donc ça, c'est pas pareil, ça que le parti comunica, non, c'est pas la même chose. Yo había sabido en París
J'avais su à Paris que le gouvernement français allait envoyer un régiment de Spahis du côté des Pyrénées. Comme les Allemands n'attaquaient pas par là, j'ai craint que les intentions ne soient pas favorables aux guerrilleros espagnols. Et alors, De Gaulle, évidemment, dans tout ça, eh bien, De Gaulle, le gouvernement, disons, de Gaulle, est très inquiet de cette situation sur la frontière des Pyrénées. Parce qu'ils se disent, s'il y a une incursion, une attaque espagnole, et que l'armée de Franco réponde en envahissant la France, on n'a rien pour faire face. Donc, eux, au nom de l'indépendance de la France, il faut donc protéger la frontière pyrénéenne. Ça n'est plus un problème de résistance. Alors, qu'est-ce qu'ils vont proposer, eux? Ils vont proposer, contre la volonté du commandement FFI régional, qu'on oblige les guérilleros à reculer sur la frontière pyrénéenne et faire une zone de 20 km d'épaisseur à la frontière, tout le long de la frontière espagnole. Et qu'est-ce qu'on va faire pour occuper ces 20 km? Paris, De Gaulle n'a pas confiance dans les FFI de la région de Toulouse. Hein. Donc, on va faire appel à l'armée d'Afrique. Il y a en Afrique des régiments de Spahis, de Zouaves, etc., c'est-à-dire de ce qu'on appelait à l'époque les indigènes. Ça, c'était un élément qui me poussait à conseiller rapidement la retraite. Le danger existait que les Spahis nous coupent la retraite vers la France. Et de l'autre côté, il y avait Moscardo et ses troupes franquistes. Dans cette réunion avec López Tobar, les chefs des guerrilleros et Luis Fernandez, nous sommes tombés d'accord très rapidement et nous avons pris la décision de nous retirer le jour même. Bueno, continuando el lago Negro, montamos, yo vi una cantidad de nieve que no sabían dos pasos. No había ni una hierba, ni un árbol. Un regardo a ver. I anche medité. Mi dic, comandant, hi ha qualque cosa que bugelava. Jo regardo-la i jo veo una barraca, en fin, una barraca hecha en hierba para abrigar los caballos. Y los caballos, y veo salir un caballo. Digo, si hay caballos, a lo mejor hay gente también, ¿eh? Ahora cogemos la percusión y llegamos y no había nadie, no había más que los caballos. El hambre que teníamos. Hacemos entrar allí un caballo, no estaba muerto, que la gente estaba tirándole ya pedazos de carne, y ahí con la sangre que le chorreamos por todo. Lo que se dice es tener el hambre, y cuando hay hambre no reflexionas, eres como una fiera, igual. Un bon matin, on a vu que ça reculait, et puis voilà. Et la retraite a été faite au bout de 8 ou 10 jours. On est passé à la frontière, on a été bloqué.
On a été bloqué bien 5 heures parce que je soi-disant qu'il y avait une convention internationale que toute troupe qui foulait le sol français, qui était armée, était considérée comme ennemi. Ils voulaient nous désarmer. Et nous, on n'en voulait pas. Et surtout, nos officiers encore moins. Et ça, je l'ai entendu. Un capitaine ou enfin un officier français demander au lieutenant que moi j'avais qu'il lui remette le pistolet. Et le gars, il a sorti, ça je l'ai vu. Et ça, je peux le certifier. Il a sorti son pistolet, mais alors le sortir, il a dégainé plutôt, et il a armé, il a dit, monsieur, si vous le voulez, vous le prenez, mais prenez-le. Alors le gars, il voyait bien l'intention. Hein. Non, il a dit, non, il ne faut pas arriver à ce système-là. Ils nous ont laissé passer armés. À partir du moment où ils revenaient en France, qu'est-ce que ces unités espagnoles allaient devenir ? Est-ce qu'elles allaient s'incorporer dans l'armée française et aller combattre avec la première armée sur le front allemand ? Qu'est-ce qu'elles feraient ? Donc de deux choses, ou bien elles y allaient, ou elles n'y allaient pas. Si elles n'y allaient pas, il n'y avait pas non plus de raison qu'elles demeurent armées. Marchando nieve, marchando nieve, marchando nieve. 2 meses marchando sobre la nieve. Lo marchemos a primeros de noviembre y venimos a últimos de diciembre. Y naturalmente nos enviaron los camiones y llegamos a Foix, donde estaba la división, y nos recibe, como ya le conté a ustedes, diciéndoles, una banda de cobardes, vuestra plaza está en España, ¿qué hacéis aquí en Francia? Y patatín, y yo ya yo no podía resistir más, pero yo vi a los hombres con los pies helados a la plaza de atender a la fuerza a la gente, tener ese espíritu de solidaridad con esta gente que habían hecho ese sacrificio. No, los trata de traidores y en fin, y no sé cuánta cosa dijo. À mon avis, le problème ne se posait pas en termes militaires, il se posait en termes politiques. Il est évident que l'Espagne dépendait des Alliés pour beaucoup d'approvisionnements. Mettons l'essence, mettons le blé, d'autres choses. Et que s'il y avait vraiment eu une pression politique forte, je pense que le gouvernement de Franco n'aurait pas pu résister. Mais cette pression n'a pas été exercée. Je crois que cette opération a été montée sur un plan de vue triomphaliste. Pour dire un jour dans l'histoire, les camarades tel, qui sont attaqués de Val d'Aran, ils sont morts comme héros et tout ça, mais moi je préfère être un héros vivant que non pas un héros mort. voilà la situation. Alors évidemment, comme ça a été une défaite, plus personne après voulait en prendre la responsabilité. Si ça avait été un succès, on se serait disputé la victoire. On ne se dispute pas l'échec. C'est les guerriers espagnols du Gard qui sont ici avec leur drapeau. On a des relations privilégiées avec tous les anciens guerriers qui sont en Espagne et qui ont subi aussi des années de prison et tout. Ceux qui sont en Espagne, c'est nos frères de combat.